Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, permettez-moi une fois de plus de vous renouveler nos civilités vespérales. On va un peu remonter le temps, c'est-à-dire jusqu'à l'ancien droit romain. Le titre relève un peu d'un paradoxisme, car comment comprendre que le contrat considéré comme un accord de volonté par essence soit, notamment sous l'égide des formulaires des contrats d'adhésion, finalement un acte volontairement involontaire. L'idée force est notamment de montrer comment, depuis l'invention des formulaires dans l'ancien droit romain, dans le but principalement de garantir la validité d'un acte juridique et surtout la réalité du consentement des parties, on est passé au fil du temps, notamment depuis la modernité juridique, à un détournement, à une instrumentalisation, voire à une forme de perversion par la pratique commerciale de leur fonction originelle pour en faire davantage un outil d'accélération de la formation des contrats et par un effet pervers au contrat d'adhésion, un outil finalement d'aliénation de la volonté de la partie adhérente ou partie vulnérable, voire de son exploitation. Les contrats d'adhésion, on le sait, sont caractérisés par une absence de négociation des conditions générales ou des clauses essentielles, par l'unilatéralité de leur rédaction, notamment de la rédaction de ces formulaires, en dehors, bien sûr, des contrats réglementés ou des contrats types, pour ce qui est notamment du droit français. C'est l'expression consacrée en la matière. Et surtout, un potentiel, ça c'est également l'une des caractéristiques du contrat d'adhésion qui n'est pas très souvent, on va dire, reconnu par certains législateurs, c'est-à-dire un potentiel déséquilibre des rapports entre la partie stipulante et la partie adhérente. Malheureusement, je pense qu'on peut le regretter, les contrats d'adhésion sont devenus le modèle dominant dans la pratique contractuelle contemporaine. Or, nous savons que le contrat est par essence un accord de volonté, et qui dit accord de volonté dit forcément négociation. Mais la modernité a fini par considérer que les négociations ne relevaient plus de l'essence du contrat, et donc par reconnaître en quelque sorte les contrats d'adhésion. Et donc, pour faire notre démonstration, on va remonter à l'origine des formulaires dans l'ancien droit romain, notamment le droit romain archaïque, à une époque où il n'existait pas encore l'écriture. D'ailleurs, on parlait de formule juridique. C'était une autre appellation du formulaire oral, qui était à l'époque l'œuvre des pontifes ou des prêtres, ou encore appelés à l'époque prêteurs, qui étaient considérés comme les jurisconsultes ou les jurisprudents de l'époque, non seulement par leur maîtrise de l'interprétation des textes, mais surtout par le fait qu'ils étaient en quelque sorte les garants d'un certain ordre théologico-politique. Parce que nous sommes à une ancienne époque où il n'y a pas encore de ligne de démarcation entre le fas, c'est-à-dire le droit ou la justice divine, et le ius, ou le droit ou la justice humaine. Et donc, le formulaire ou la formule à l'époque, c'était un outil non seulement du formalisme juridique, mais surtout du procéduralisme juridique, qui se manifestait notamment par un certain attachement à l'accomplissement d'un certain nombre d'actes dans le cadre des procédures juridiques. Et on distinguait
tout naturellement, la procédure de formation des actes juridiques, en particulier les contrats, de la procédure de règlement des litiges. Donc, pour ce qui est de la procédure de règlement des litiges, on distinguait essentiellement 5 formules juridiques. D'abord, le sacramentum, parce que ces formules, dans le cadre de la procédure judiciaire, on les appelait les legis actiones ou les procédures, les actions de la loi. Donc, on distinguait le sacramentum, la condictio, et puis la postulatio, à l'exclusion des 2 autres, notamment la manus injectio et la capio pignoris, qui étaient en réalité des voies d'exécution, davantage que des actes de procédure de règlement de litige. Et donc, à cette époque, en quoi consistaient ces formules? On distinguait essentiellement les formules mots, ce qu'on appelait les formules mots, qui consistaient en la prononciation de mots rituels, encore appelés mots sacramentels. Et à côté de cela, on avait des formules fixes ou invariables et les formules élastiques où les parties étaient appelées notamment à combler tout simplement les blancs. Le problème notamment des formules orales, c'est qu'ils avaient, ou bien elles avaient, une certaine dimension dialogique, dans la mesure où, pour pouvoir s'engager, il fallait prononcer ces formules mot pour mot. Donc, ce qui faisait que l'omission d'un seul mot ou l'addition d'un seul mot entraînait ipso iure la nullité de la procédure ou bien la nullité de l'acte juridique en question, auquel cas il fallait reprendre la formation de l'acte. Une autre conséquence était que voilà, l'attachement à cette oralité et notamment l'exigence de la répétition mot pour mot des paroles de la formule conduisait à frapper d'une incapacité juridique les sourds et les muets. Ceux-ci ne pouvaient ni répéter les paroles de la formule et encore moins les entendre. Donc, ils étaient en quelque sorte exclus de la vie juridique. Ils ne pouvaient ni conclure des actes juridiques et encore moins accomplir des actes de procédure. Et c'est ce qui va justifier notamment avec... parce qu'il faut dire, les formules orales vont durer notamment de la fondation de Rome vers moins 753 jusqu'à l'adoption ou la réception de l'écriture gréco-étrusque à Rome vers moins 675, où on va passer de la formule orale au formulaire. Donc, il y a un changement de dénomination, dont le formulaire est par essence écrit. Cela dit, pour pouvoir accomplir de façon valide un acte juridique ou conclure un contrat ou un engagement unilatéral, à l'époque on distinguait essentiellement la fide promissio, qui était le serment promissoire, avec un caractère essentiellement religieux, notamment de la sponsio ou de la stipulatio. Et donc, le stipulant devait énoncer de façon orale ou lire le contenu du formulaire intégralement. Ce qui les poussait en quelque sorte à réduire au maximum les différentes clauses d'un formulaire pour alléger évidemment leurs propres tâches. Et comme on va le voir,
Cela avait l'avantage notamment d'attribuer essentiellement 3 fonctions au formulaire antique. Simplifier et faciliter la procédure de formation des actes juridiques ou l'accomplissement des actes de procédure judiciaire dans la mesure où leur reproduction ou répétition était une cause de validité de l'acte en question. Et surtout garantir la réalité du consentement, notamment du débiteur ou promettant à un acte juridique. Cela avait l'avantage finalement de réaliser un équilibre subtil entre le formalisme et le volontarisme juridique. Malheureusement, tout cela allait changer avec la modernité juridique. Je pense que le point de bascule aura été l'édit de Moulins. Donc on va passer en quelque sorte du formulaire comme gage de sécurité juridique au formulaire comme une source d'injustice et d'insécurité contractuelle. Donc l'édit de Moulins en 1566, notamment dans son article 54, va consacrer cette fameuse règle de preuve selon laquelle on ne peut contredire un acte écrit par un témoignage. Donc, l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye de 1667 va préciser davantage en recentrant cette règle de preuve autour des seuls contrats, alors que l'édit de Moulins parlait des actes juridiques en général. Et je pense que le législateur s'est sans doute rendu compte que les actes unilatéraux ne cadraient pas véritablement avec, ne pouvaient pas cadrer avec l'application de cette règle. Et c'est une règle qui est également connue en droit anglo-saxon sous la dénomination de la parole evidence rule et qui sera reprise notamment dans l'article 1341 du Code civil français et 2863 du Code civil du Québec, avec cependant une exception, donc c'est-à-dire l'exigence d'un commencement de preuve qui peut être l'aveu de la partie adverse ou un écrit émanant de celle-ci. Et donc, avec la modernité juridique, la principale fonction du formulaire sera désormais l'accélération de la formation des contrats. Vous savez, l'idée de la modernité a toujours été de gagner du temps, aller le plus vite possible. Et je pense ici notamment à l'école de Francfort, la théorie critique de la modernité, qui considère que la modernité est une forme d'accélération de la vie sociale qui finit par aliéner l'homme. Parce qu'on court finalement après le temps. On a le sentiment que les outils de la modernité nous font gagner du temps, mais curieusement au quotidien, on court toujours après le temps, on a toujours le sentiment de manquer du temps. Alors qu'on pourrait tout simplement se contenter voilà, d'adopter son rythme, d'aller à son rythme pour mener ce qu'ils appellent une vie bonne. L'idée, surtout à travers les formulaires des contrats d'adhésion, c'est non seulement de gagner du temps, mais aussi de gagner de l'argent à travers des économies d'échelle, à travers non seulement la pratique de la standardisation des contrats, mais aussi de la standardisation des clauses et donc du contenu des formulaires, qui finalement est un produit du taylorisme, c'est-à-dire l'organisation scientifique du travail, de façon à éviter les gestes inutiles. Donc on considère en quelque sorte que les négociations et même la lecture des formulaires qui vont devenir essentiellement livresques, on a parfois le sentiment que ceux qui les rédigent font tout pour qu'on ne les comprenne même pas. Parce qu'il faut le dire, déjà à la fin du 19e siècle, Bentham le soulignait en droit anglais, que les formulaires sont venus en quelque sorte pour compliquer la vie de ceux-là même
qui devrait les signer ou bien s'engager à travers eux. Et donc, l'une des conséquences de ces formulaires au contrat d'adhésion, c'est non seulement l'éviction ou la limitation des négociations à leur strict minimum, mais surtout l'éviction du droit commun ou du droit supplétif à travers une amplification du contenu des clauses de ces formulaires par une sorte d'obsession pathologique à tout prévoir. On va, alors qu'on s'attendrait dans le cadre d'un formulaire de retrouver des clauses essentielles portant sur l'objet du contrat, notamment le prix, les modalités d'exécution et éventuellement la sanction. On va retrouver des clauses de responsabilité, les clauses d'irresponsabilité parfois, de limitation de responsabilité, d'élection de juridiction, etc., qui n'ont pour seul but que de restreindre les droits de l'adhérent en cas de difficulté d'exécution du contrat, auquel cas il pourrait recourir à la justice et les faire valoir. D'où l'idée finalement que ces formulaires contribuent à l'instauration d'une forme de réglementation privée où les grandes multinationales avec leurs équipes de conseillers juridiques vont réglementer leur secteur d'activité à travers, comme on l'a souligné tantôt, l'éviction du droit supplétif ou du droit commun du contrat. Et finalement, d'où cette problématique de la signature des parties comme une présomption de consentement au contenu des contrats d'adhésion. Et je vais là rappeler une jurisprudence belge qui, au début du XXe siècle, je pense en 1910, avait considéré que le fait pour un aveugle d'avoir signé un formulaire était constitutif d'un acte éclairé de consentement, dans la mesure où celui-ci, étant conscient de son handicap, aurait dû faire appel à quelqu'un qui avait une bonne acuité visuelle, éventuellement pour lire le contrat, avant de le signer. Mais on va voir, notamment avec l'évolution de la jurisprudence française, que désormais, ce n'est plus une présomption irréfragable comme l'a considéré la Cour de cassation belge, mais une simple présomption réfragable qui peut être battue par la preuve du contraire. Et on va considérer notamment que, ça c'est la position notamment de la Cour de cassation française, que pour un certain nombre de clauses exceptionnelles qu'ils considèrent comme exorbitantes du droit commun ou des clauses contraires à l'économie du contrat, c'est-à-dire des clauses auxquelles un contractant ne devrait pas s'attendre normalement à les retrouver dans le contrat. Pour ce type de clauses, doivent faire l'objet d'une publicité ou d'une écriture renforcée. C'est-à-dire que si on devait utiliser par exemple la police 10, ces clauses-là doivent avoir peut-être droit à une police 12, ou bien le stipulant doit indiquer spécialement à l'adhérent pour qu'il puisse donner son consentement de façon éclairée. D'où l'idée finalement que est-ce que la signature de ces contrats d'adhésion est véritablement un acte de volonté? Parce qu'on le sait, il s'agit davantage d'un acte de nécessité juridique et économique. Nécessité juridique d'abord pour la formation du contrat, mais aussi pour sa validité. Mais surtout nécessité économique de pouvoir bénéficier des services du co-contractant stipulant, dans la mesure où on n'a pas véritablement le choix. Et donc, je conclurai en rappelant un peu un proverbe africain qui dit « Lorsqu'on ne sait pas
où l'on va, il vaut mieux retourner d'où l'on vient. Donc, ceci pour dire que la pensée juridique, autant que la pratique juridique contractuelle, éprouve aujourd'hui un grand besoin d'un retour à l'essence même des choses. Ce qui implique qu'à notre époque contemporaine, où les formulaires des contrats d'adhésion traversent une crise à la fois d'hypertrophie de leur contenu, mais surtout une crise de légitimité, il est peut-être temps de retourner finalement aux fonctions originelles des formulaires dans l'ancien droit romain, bien évidemment en les conciliant aux impératifs de la modernité et même de la postmodernité dont on ne peut se passer. C'est-à-dire, quand je parle de l'essence des choses, je parle de l'essence au sens de l'origine ou des fonctions originelles qui ont présidé au développement des formulaires en droit romain classique, mais surtout de l'essence au sens de l'essentiel ou des clauses essentielles qui doivent porter notamment sur l'objet du contrat, le prix, les modalités d'exécution et éventuellement la sanction. Donc, seules ces clauses devraient figurer dans un formulaire. Je pense que le législateur devrait veiller à la précision de ces formulaires et combattre l'amplification de plus en plus surcroissante du contenu de ces formulaires dont le seul but n'est que parfois d'embrouiller et de surprendre le consentement du signataire qui, on le sait, n'a pas véritablement de choix. Je vous en remercie. Merci.